libéré, Sud Kivu, Kombo, Sibinda, Kashanja libéré par Wazalendo et FARDC. Sasa kanisa Kafurumai unatoka Musai, kanisa Kafurumai si wote hapa kabisa. Tunajiandaa na siku mwingine yetu ya Kafurumai, hapa tunaanza shuka very miti zani, mko na trupe yote tuko tukiziko na shuka hapa, tunaanza shuka direct miti ndio vile hapa tuko Kafurumai. Kafurumai hapa deja tuko wanaume banomba mingi Kafurumai hapa. Tuko Kafurumai sahi. Sasa mkonaona komanda sekteri wa kuvuma EPEC, komanda kujigomboa Simba Kali, Chef major ya sekteri ndio wale kule wote. Kijana mkonaona wanaume bati wote wao Tetro Kalonge, huyu naye unamuona tayari Regen EPEC mfata lingi. Kijana tuko naenda mnaona ndio vile. Dans les collines verdoyantes et escarpées du Sud Kivu, où les ombres des gorilles de montagne se mêlent aux échos des fusillades, une lueur d'espoir perce enfin le voile sombre de la guerre. Imaginez des villages nichés au creux de vallées fertiles, longtemps tenus en otage par la peur, qui reprennent vie sous le contrôle des forces loyalistes. Cette semaine, les Wazalendo et les FARDC ont infligé un revers cinglant au M23, libérant Kombo, Sibinda, Kashanja et Kafurumai. Ces avancées ne sont pas de simples gains territoriaux. Elles symbolisent un sursaut national, un cri de résistance face à l'agression étrangère. Rejoignez-nous pour plonger au cœur de ces victoires, explorer les racines profondes de ce conflit et décrypter ce que l'avenir réserve à la RDC. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs d'Africa Flashes, dans cette édition spéciale dédiée au vent du changement qui souffle sur l'est de la République démocratique du Congo. Ici, sur les ondes de votre radio préférée, nous célébrons les héros invisibles qui, jour après jour, redessinent les contours d'une paix tant attendue. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans les triomphes récents des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de leurs alliés Wazalendo, qui ont libéré 4 villages stratégiques dans le sud Kivu, Kombo, Sibinda, Kashanja et Kafurumai. Ces localités, jadis sous la coupe impitoyable des rebelles du M23, sont désormais des bastions de la souveraineté congolaise. Mais au-delà de ces faits d'armes, c'est une histoire de résilience, de solidarité et de détermination que nous racontons. Installez-vous confortablement, car nous allons voyager à travers les sentiers boueux de Miti, remonter aux sources géopolitiques de cette tourmente et projeter un regard lucide sur l'horizon. Car si le Congo saigne encore, il bat aussi des ailes, prêt à s'envoler vers un avenir libéré. Tout a commencé dans les premières lueurs de l'aube, ce 10 octobre 2025, lorsque les échos des tirs d'artillerie ont réveillé les habitants du groupement de Miti, à une quarantaine de kilomètres au nord de Bukavu. La route stratégique menant à Bunyakiri, cette artère vitale qui relie les hauts plateaux miniers aux rives du lac Kivu, était devenue un couloir de la mort sous le joug du M23. Les rebelles, soutenus par des forces extérieures que nous aborderons plus tard, y imposaient un règne de terreur, extorsion sur les récoltes de manioc, enlèvement de jeunes pour les enrôler de force et embuscade sur les convois humanitaires. Mais cette fois, l'air vibrait d'une énergie différente. Des patrouilles mixtes de FARDC et de Wazalendo, ces miliciens autochtones nés de la colère des communautés locales contre l'occupation, avançaient
avec une coordination chirurgicale. Armés de fusils d'assaut, AK-47 rafistolés, mais chargés d'une ferveur patriotique et soutenus par des drones de reconnaissance fraîchement acquis auprès d'alliés internationaux, ils ont surpris les positions ennemies. À Kombo, le premier village libéré, la bataille a duré moins de 2 heures. Les Wazalendo, guidés par leur connaissance intime des sentiers escarpés, ces mêmes chemins qu'ils empruntaient enfants pour chasser ou cueillir des feuilles de manioc, ont contourné les barricades du M23. Des éclaireurs, visages noircis de suie pour se fondre dans la nuit, ont repéré les sentinelles rebelles assoupis autour de feux de camp. Un assaut fulgurant a suivi. Grenades lacrymogènes pour désorienter, tirs de précision pour neutraliser les chefs de poste et un cri de ralliement qui résonnait comme un hymne national. « Congo, Nabizo » hurlaient les combattants, mélangeant Swahili et Lingala dans un appel à l'unité. Les habitants, terrés dans leurs huttes de chaume, ont émergé prudemment, les yeux emplis de larmes, pour acclamer les libérateurs. Une vieille femme, Mama Kankou, que j'imagine courbée par les ans, mais droite comme un baobab, a serré dans ses bras un jeune soldat FARDC, murmurant « Vous êtes nos fils, nos gardiens, que Dieu vous garde pour que plus jamais on ne tremble. » De Kombo, la vague de libération s'est propagée comme un feu de brousse, attisé par le vent. Sibinda, avec ses champs de bananiers qui bordent la rivière Luoho, est tombé peu après. Ici, les rebelles du M23 avaient installé un poste de commandement improvisé dans l'église paroissiale, un sacrilège qui avait indigné les fidèles. Les FARDC, appuyés par une section d'artillerie légère, ont bombardé les positions avec des obus de 105 mm, forçant les fuyards à se disperser dans les collines. Les Wazalendo, en poursuite, ont capturé une dizaine de prisonniers, dont un officier rwandais présumé. Un détail qui, bien que non confirmé officiellement, alimente les rumeurs d'ingérence étrangère. Les villageois ont raconté, dans des témoignages recueillis par des humanitaires sur place, comment les M23 imposaient des taxes sur l'eau même, rendant la survie un luxe. Aujourd'hui, les puits rouillés recommencent à couler librement, et les enfants, pour la première fois depuis des mois, osent jouer au pied des arbres à Kapok. Kachanja et Kafurumaye ont suivi dans la foulée, scellant cette offensive éclair qui a couvert une dizaine de kilomètres en une journée. À Kachanja, niché au creux d'une vallée où l'air embaume le bois de santal, les combats ont été les plus intenses. Les rebelles, alertés par des drones ennemis, ont riposté avec des lance-roquettes RPG-7, semant la panique parmi les civils. Mais la résilience des forces congolaises a prévalu. Un détachement de Wazalendo, renforcé par des éléments des forces de défense burundaises, ses alliés discrets qui patrouillent les frontières pour contrer les flux rebelles, a tendu une embuscade sur la route de repli. Des échanges de tirs nourris ont retenti jusqu'au crépuscule, illuminant le ciel de traînées d'obus. Au final, plus de 20 rebelles neutralisés, selon des sources militaires, et une quantité d'armes saisies, fusils, munitions, et même un véhicule blindé abandonné dans la boue. À Kafurumaye, le village le plus isolé, la libération a pris une tournure presque festive. Les habitants, avertis par des signaux de fumée ancestraux, ont rejoint les combattants avec des machettes et des lances, formant une milice spontanée. Ensemble, ils ont hissé le drapeau congolais sur la petite école du village, un geste symbolique qui a ému jusqu'aux soldats les plus endurcis. Ces victoires ne surgissent pas du néant. Elles s'inscrivent dans une contre-offensive plus large qui domine les fronts du Nord Kivu au Sud Kivu cette semaine. Prenez Lubaki, dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Là, les FARDC et Wazalendo ont reconquis 90% du territoire en une série d'opérations synchronisées. Les rebelles, étirés sur des lignes trop longues,
ont dû abandonner des positions qu'ils tenaient depuis mars. Les coalitions des mouvements pour le changement, CMC, ces groupes alliés aux loyalistes, ont eux-mêmes repris un village supplémentaire à la frontière entre Rutshuru et Walikale, un point de passage crucial pour les trafics illicites de coltan et de cassitérite. Et à Walungu, la progression du M23 a été stoppée net. Plus de 4 villages récupérés, dont des localités minières vitales pour l'économie locale. Ces succès cumulés représentent un tournant, un signe que la machine de guerre congolaise, longtemps critiquée pour sa désorganisation, commence à ronronner avec efficacité. Les drones, ces oiseaux de proie modernes, jouent un rôle pivotal. Ils repèrent, frappent et terrifient l'ennemi, forçant le M23 à se replier dans les forêts impénétrables du parc national de Kahuzi-Biega. Pourtant, comme le soulignent les observateurs sur le terrain, les Congolais n'en parlent pas assez. Pourquoi cette discrétion collective? Est-ce la fatigue d'un conflit qui traîne depuis des décennies, ou la peur que célébrer trop tôt n'attire le mauvais œil? Nous avons vu, au fil des ans, comment une perte minime, un poste avancé cédé, un village isolé, déclenche une panique nationale, des appels à la mobilisation générale sur les réseaux sociaux, des manifestations à Kinshasa. Mais ces gains, ils passent souvent inaperçus, relégués à des notes de bas de page dans les rapports humanitaires. Il est temps de renverser cette inertie. Célébrer ces victoires, c'est consolider les esprits autant que les lignes de front. C'est rappeler aux soldats qu'ils ne combattent pas seuls, que derrière chaque fusil, il y a des millions de compatriotes qui croient en eux. Et c'est surtout un appel à l'unité. Que les divisions ethniques, si habilement exploitées par les agresseurs, s'effacent devant la bannière tricolore. Pour comprendre l'ampleur de ces libérations, il faut remonter aux racines de ce conflit, un enchevêtrement de colères anciennes et d'intérêts voraces qui remontent aux années 1990. L'Est de la RDC n'est pas seulement une mosaïque de provinces riches en minerais, c'est un carrefour géopolitique où les fantômes du génocide rwandais rôdent encore. Souvenez-vous, en 1994, le flux des Hutus extrémistes fuyant le Rwanda vers le Kivu oriental a semé les graines de la première guerre congolaise. Les Forces pour la libération du Rwanda, FLDR, ancêtres des FDLR actuels, se sont retranchées dans les forêts congolaises, terrorisant les populations tutsis locales. Laurent-Désiré Kabila, alors rebelle, a lancé l'AFDL en 1996 pour les chasser, avec le soutien discret de Kigali et Kampala. Mais cette guerre des Grands Lacs a dégénéré en pillage. Rwanda et Ouganda ont envahi, extrayant des tonnes d'or et de diamants sous couvert de sécurité. Plus de 5 millions de morts, des massacres comme celui de Lemera en 1996, où des patients ont été abattus dans leur lit d'hôpital. Un traumatisme qui hante encore le docteur Denis Mukwege, pionnier de la lutte contre les violences sexuelles. Le M23 émerge de ses cendres en 2012. Officiellement, le mouvement du 23 mars tire son nom d'un accord de paix signé ce jour-là entre le CNDP de Laurent Nkunda et le gouvernement de Joseph Kabila. Mais ses fondateurs, des officiers tutsis congolais comme Bosco Ntaganda, condamné plus tard pour crimes de guerre, accusent Kinshasa de ne pas respecter les termes, notamment l'intégration des ex-rebelles dans l'armée et la protection des communautés tutsis.